Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information. La Guinée enquête de stratégie pour son réel développement entre différents partis politiques. Les débats sont houleux, chacun tire le drap de son côté et pense être la solution aux problèmes qui gangrènent le pays. C'est en tout cas ce que nous laisse croire le passage des militants des 4 grandes formations du pays dans l'émission La Tribune de l'Actualité Plus. Décryptage, ça à Luyombono. La Guinée, un des pays les plus pauvres au monde, malgré les nombreuses richesses desquelles se vantent les acteurs de la vie socio-politique et économique, le pays a du mal à atteindre le stade de l'émergence. Les populations baignent dans le manque d'emploi, les conditions de vie restent précaires et la situation économique n'augure aucun espoir dans un pays où la corruption est devenue le quotidien des citoyens. Pour bon nombre d'observateurs, la Guinée souffre d'un problème de leadership. La classe politique reste divisée sur la question. Chaque parti politique pense détenir les clés du décollage économique guinéen. Le PEDN se vante des prouesses de son président en 2007. Vous voulez le bonheur, vous voulez l'emploi, vous voulez avoir les belles maisons construites par l'État. C'est là il en a fait partout. Partout là où il a passé, il a posé des actes concrets. Quand il était là, Premier ministre 2007, tous les Guinéens ont vu ce qu'il a fait ici. Le peu de temps qu'il était au pouvoir. Le panier des ménagères a été soulagé, le taux de croissance monté, les devises ont été mises en bon échange ici. Les militants de l'UFR, quant à eux, n'ignorent pas les mérites de leur président Sidia Touré. Encore une fois, je voudrais appeler à la conscience nationale des Guinéens que le passage obligé pour une Guinée émergente, une Guinée où le vivre ensemble sera une effectivité, c'est de faire en sorte pour que le président de l'UFR bride la magistrature suprême au soir de 2020 pour une Guinée réconciliée, pour une Guinée où le bien-être et le mieux-être sera pour tous les Guinéens, sans discrimination. Ceux de l'UFDG voient la nécessité pour les Guinéens de porter Cellou Dalein Diallo à la tête du pays pour un réel changement. Que chacun de nous réfléchisse et que chacun sache que chacun de nous quelque part est responsable. Qu'en 2020 soit une opportunité pour nous d'éviter de faire élire des arrogants ou des apprentis au pouvoir. Il est fondamental qu'on ait un Cellou Dalein au pouvoir pour redresser ce pays-là. Il ne viendra pas pour toujours, il viendra juste pour mettre l'ordre et partir. Le RPG Arc-en-Ciel, lui aussi, ne manque pas d'arguments après 7 années de gestion. Quand nous arrivions aux affaires en 2010, ce pays est un pays à terre sur le plan économique. Aujourd'hui, nous n'avons plus le fardeau de cette dette extérieure. Aujourd'hui, les bailleurs internationaux, ces institutions financières sont toutes présentes aujourd'hui en République de Guinée et du côté du président Prousso Alpha Condé. Aujourd'hui, la Guinée dirige les destinées de l'Union africaine grâce à l'offensive diplomatique lancée par notre champion, le réconciliateur, M. Alpha Condé, est tout simplement bon pour ce peuple. Redynamiser l'UFDG pour repartir sur de nouvelles bases et d'idéologie. L'ancien vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée n'a toujours pas dit son dernier mot. Baouri, qui refuse de reconnaître son éviction du parti, croit encore à un renouveau dans l'UFDG et soutient que la lutte est certes rude, mais le processus suit progressivement son chemin. L'ancien ministre de la Réconciliation nationale était sur les antennes de Chéri FM TV. Le décryptage avec Daouda Mohamed Kamara. La jeunesse pour l'Union des forces démocratiques de Guinée, comme tout autre parti politique d'ailleurs, constitue un maillon fort pour son enracinement et la perpétuité de son combat pour la conquête du pouvoir. Exclu du parti par l'instance supérieure, Baouri dit ne pas baisser les bras et compte sur la jeunesse pour redonner à l'UFDG sa notoriété et préparer le renouveau du parti. Les leaders jeunes ont exprimé publiquement leur volonté de se prendre en main. Ils ont exprimé leur désir de ne plus être instrumentalisés. Ce message est entendu, compris. Maintenant, on est en train de construire progressivement à travers des programme, à travers un projet de société beaucoup plus large, cette nouvelle vision de faire la politique autrement. Depuis son retour d'exil, l'UFDG connaît une sorte de crise de leadership, même si cela ne signifie pas pour autant un bicéphalisme au sommet du parti. Mais pour Baouri, cette crise est bien de l'ordre normal des choses. La divergence aujourd'hui qui est présente et la crise au niveau de l'UFDG a permis de faire émerger deux lignes politiques qui sont
totalement différentes. La ligne de Sello et la ligne prônée par Bahouri. L'UFDG est en train de vivre une crise qui l'oblige à mettre en avant des principes démocratiques, des principes de meilleure gouvernance en son sein. Et lorsque la crise va être tranchée, une nouvelle UFDG va prendre le dessus. Avec cette dynamique de renouveau de l'UFDG, ce membre fondateur de la première force politique de l'opposition aujourd'hui dit se montrer plus proche du citoyen avec une nouvelle approche. Aller dans les quartiers les plus insalubres, rencontrer des Guinéens qui souffrent, qui se posent des questions pour leur avenir, pour prendre conscience de la réalité du pays. C'est extrêmement important parce que demain doit se construire sur la base de programmes sérieux, non pas par, disons, des improvisations. Tout cela pourrait apporter à Bahouri et ses inconditionnels les élections d'abord locales peuvent constituer une première unité de mesure de sa réussite, loin de celle d'Alain Diallo. Le devoir de mémoire oblige, l'on se rappelle que c'était le 25 août 1958 que le président français général de Gaulle a effectué une visite historique à Conakry. Visite au cours de laquelle, d'ailleurs, le chef du Parti démocratique de Guinée, Ahmed Sékou Touré, a exprimé à son hôte de marque le désir de voir son pays accéder à la souveraineté nationale. Suivez ce récit de Bamamadou Alpha. Après le vent des indépendances qui a soufflé dans le continent noir, notamment avec le Ghana, plusieurs autres leaders du continent ont aussi emboîté les pas à Kwame Nkrumah. C'est le cas de Félix Houphouët-Boigny, secrétaire général du Rassemblement démocratique africain, et de Sékou Touré du Parti démocratique guinéen. Ce dernier, appuyé par les cadres de sa formation politique, l'a exprimé au général de Gaulle lors de sa visite à Conakry le 25 août 1958. Nous préférons la pauvreté dans la liberté, la richesse dans l'esclavage. Fin de citation. Une déclaration qui a sonné l'échec du projet constitutionnel portant naissance de la communauté française et a ouvert le boulevard au pays à l'indépendance. Pour Conakry, le premier président de la 5e République française l'a annoncé sous un ton ferme. Je dis ici plus haut qu'ailleurs que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut le prendre en votant non à la proposition qui lui est faite, et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences. Fin de citation. C'est à l'issue que les Guinéens se sont rendus aux urnes le 28 septembre 1958 pour voter non dans sa majorité. Les résultats de ce référendum conduit le pays à la souveraineté nationale le 10 octobre de la même année. Après 59 ans d'indépendance, la Guinée peine toujours à trouver du chemin pour son accroissement économique. 7 présumés bandits sont tombés dans les mailles du secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Ce vendredi, ils ont été présentés officiellement à la presse. Mariam Bailo. Depuis mardi dernier, ces agents de l'Office central chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé s'activent sur le terrain pour mettre hors d'état de nuire ces présumés bandits. Ils sont au nombre de 7, dont 3 dames. Le commissaire principal Traoré Daba revient sur les faits. Les filles que vous voyez là sont leurs complices. Elles servent d'éclaireurs dans ce groupe de gangs. C'est elles qui s'asseyent avec les bandits dans le taxi. Elles se font passer pour des passagères. Et lorsque vous cherchez un taxi la nuit, ils garent et les filles vous laissent monter au milieu, arriver dans un coin obscur, ils vous braquent, ils vous dépouillent de tout ce que vous avez sur vous. Et ils ont reconnu avoir volé aussi dans une boutique à Lambagne et à Koloma Marché. À Koloma Marché, ils ont attaqué une boutique d'Orange Money en pleine journée aux environs de 15 heures, en emportant une somme de 40 millions, des téléphones et des ordinateurs portables. À Bokeh, ils ont volé la somme de 700 millions dans un magasin. Au moment de leur interpellation, ces présumés bandits s'apprêtaient aussi à effectuer une autre opération sur Kouroussa où ils devraient braquer un orpailleur selon le commissaire Traoré. Cependant, des perquisitions ont été effectuées et ont permis de saisir plusieurs objets. Une arme PAMAKA avec une voie chargeur garnie de 17 cartouches Aboubakar Baria alias Kess, 3 pieds de biche, 3 couteaux de cuisine, et dans le véhicule, le taxi que vous voyez là, qui appartient à Kess, on a retrouvé les pieds de biche.
Interpellé sur l'origine de cette arme de guerre, le nommé Abdourahmane Bari, alias Original, nous a déclaré qu'elle appartient à son ami et complice, Kess Ibrahima Sori Diallo, alias Whisky, ou Tabourama, qui est en fuite et qui est activement recherché par notre service. Ces présumés malfrats ont été déférés ce vendredi même au tribunal de première instance de Dixine pour des fins d'enquête. Le remaniement ministériel récemment fait par le président de la République est différemment apprécié dans la cité. Selon le président de la PQD, une plateforme de la société civile guinéenne que notre rédaction a rencontrée ce vendredi, ces nominations ne sont nullement basées sur des critères de compétence. Les détails avec Saloum Kondi. Ce n'est pas une première fois qu'un remaniement ministériel fasse des mécontents au sein de l'opinion publique, tout comme à la société civile. L'on se rappelle encore de la nomination de Eugène Camara en 2007 qui avait été décriée à travers le pays. Et cette fois, le retour de certains ministres aux commandes est considéré par le président de la PQD comme un choix qui n'obéit pas aux critères de compétence. On ne se préoccupe plus de ce que le cadre peut apporter au pays. On ne se préoccupe plus des compétences du cadre par rapport aux défis du pays. On se préoccupe tout juste des préjugés et pratiquement de tous ces facteurs-là qui font que nous avons encore beaucoup de problèmes. C'est l'attention à faire en sorte que la chose ethnique soit plus dominante dans nos prises de décision au détriment de la citoyenneté. Le président de la plateforme des citoyens unis pour le développement a aussi dénoncé la gouvernance politique et économique ces derniers moments. Tout de même, Abdourahmane Sano dit prendre acte de cette nouvelle décision du président de la République. Nous constatons tout simplement que depuis quelque temps maintenant, le gouvernement tourne en rond et que pratiquement la gouvernance ne produit pas les attentes, en tout cas les effets sur les attentes des populations. Et il y a un gros malaise, on ne parvient pas à trouver les solutions à cela. Et lorsqu'on se met à prendre les mêmes et à recycler, je ne pense pas que ce soit la bonne chose. Encore une fois, que je respecte le droit discrétionnaire du président de la République de nommer, parce que c'est lui qui en a le pouvoir constitutionnel. Et là, je prends juste acte de cela. Il reste à savoir à date si les personnes nommées seront à la hauteur de leurs responsabilités. Mais déjà pour le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne Dansa Kourouma, celui arrivé à la tête du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Bantamasso, aurait bien du mal à être à la hauteur de la responsabilité qui l'attend. Prévenu à plus d'une reprise, que va désormais faire l'État pour éviter dorénavant des drames comme celui survenu à la décharge de Dar es Salaam? Si pour certains, la délocalisation ou l'ouverture d'une enquête sont les solutions, aux yeux des spécialistes, seule une usine de biomasse peut résoudre ce problème de gestion des déchets dans la ville de Conakry. Aïssata Fofana. Depuis l'année dernière, les cadres du suivi de la gestion de la décharge de Concasseur n'ont cessé, disent-ils, d'attirer l'attention sur le risque que couraient les habitants de Dar es Salaam 1 face à la montagne d'ordures qui ne faisait que s'accumuler. À l'état actuel, tous les ravins sont remplis et le dépôt est presque rempli. C'est devenu un lieu de pollution, mais les autorités ne font pas attention. On a parlé, mais peut-être le dépôt va parler. Hein? Parce que le dépôt va parler un jour. Et aujourd'hui, le résultat de cette crainte a fait état de 9 morts. 9 victimes qui ont été ensevelies sous des gravats d'ordures après l'éboulement de la dite décharge due à une forte pluie. À l'issue de ce drame, chacun propose des solutions pour parer à de tels événements. C'est un problème qui est national. Il faudrait bien que les dispositions soient prises pour que les gens qui sont autour de la décharge soient recensés et qu'un site soit trouvé où les personnes doivent être recasées. Je pense que les nouvelles dispositions consisteraient à retrouver encore un site de décharge et de complètement balayer cela comme la Banque mondiale l'a recommandé. Le débat n'est plus là à se déplacer des choses. À ceux qui profitent de ce statu quo, je les envoie ce message-là. On est fatigué de tout ça. Il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires. Il ne faut pas attendre que des Guinéens meurent pour pouvoir prendre des responsabilités pour dégager. Mais aux yeux des spécialistes, la seule solution durable et viable est l'installation d'une usine de recyclage et de transformation des déchets produits en alternative d'énergie renouvelable. Dans toutes les villes, on voit beaucoup de montagnes et de déchets. Et c'est un problème à résoudre.
Et on peut seulement résoudre s'il y a un chaîne de traitement. Un chaîne de traitement veut dire une méthode de collection, une méthode de traitement et une méthode de réutilisation. Si on monte une usine de recyclage de biomasse, une usine de biomasse en Guinée, le problème d'ordure est réglé. Mais il ne s'agit pas de chercher des camions et les envoyer, vous prenez au point A pour amener au point B, demain ce sera du point B au point C. Il faut les recycler pour qu'ils donnent le courant. Il reste à savoir si ces recommandations seront prises en compte, puisque les débats restent focalisés sur les nominations du chef de l'État et les préparatifs des prochaines consultations électorales dans la cité. La République de Guinée est un pays extrêmement riche en biodiversité. La protection et la promotion de ces innombrables richesses écologiques devrait permettre au pays de récupérer sa place d'antan de poumon de l'Afrique et donc de la planète tout entière. Djaou Bachir. Il y a 30 ans, la République de Guinée était considérée comme l'un des importants poumons qui agit positivement dans l'équilibre de l'écosystème mondial. Aujourd'hui, des constats montrent que cette position est sérieusement menacée par l'action de l'homme sur l'environnement. Pour le naturopathe Dr Gaussou Fadiga, il est temps que les décideurs actuels prennent leurs responsabilités. L'État guinéen doit s'intéresser à ça. Et il faut qu'il s'intéresse parce que c'est une nécessité. Quand le président Ahmed Sékou Touré vivait, il avait fait des reboisements. Quand le président Lansana Conté était là, il a fait le reboisement. Je veux aussi que le président Alpha Condé, pour son programme réel, il faut qu'il s'intéresse aussi au reboisement, à la protection de la biodiversité et à sa valorisation. Une valorisation qui pourrait même permettre à la Guinée de transformer ses plantes médicinales sur le plan moderne en comprimés, en sirop ou en gélules directes. D'où la nécessité pour le gouvernement de soutenir des organisations qui font déjà des reboisements communautaires. Il faut que le gouvernement s'efforce aussi à financer ces projets des ONG qui se sont manifestés. Par exemple, notre ONG même a fait des reboisements communautaires dans certaines régions de Bofa, de Boké, etc. et de Koya. Ensuite, nous avons aussi créé des réserves forestières, donc nous avons fait des preuves dans ce cadre de la protection de l'environnement. Ce n'est pas seulement l'utilisation de cette biodiversité en plantes médicinales, qui sont des tisanes, qui sont des épices, qui sont des gélules, etc. Mais c'est aussi, et que nous exploitons aujourd'hui. Ce sont l'extérieur, tel que le Sénégal et d'autres pays qui nous permettent de s'installer en Guinée. Et nous aimons ce pays parce qu'on n'a pas demandé à Dieu d'être né ici. Mais il faut que notre gouvernement s'intéresse à la conservation de l'écosystème, de notre biodiversité. Nous sommes un pays de bassin versant, nous sommes un pays très important sur le plan environnemental et écologique. La Guinée regorge plus de 3000 espèces de plantes médicinales, souligne Dr Gaussou Fadiga. En Suisse, c'est un gigantesque glissement de terrain qui a forcé la centaine d'habitants d'un petit village frontalier de l'Italie à évacuer en urgence. 8 randonneurs sont toujours portés disparus. Ce sont 4 millions de mètres cubes de roches qui se sont détachés sur la montagne. Regardez. Dans un fracas assourdissant, un pan entier de la montagne se décroche, entraînant une gigantesque coulée de boue et de roches qui emporte tout sur son passage. Bruno Sourzac est celui qui a filmé le glissement de terrain. L'éboulement lui-même était hyper impressionnant. Ça a jailli vraiment en l'air sur 300 mètres devant la montagne. Et du coup, surtout, ça a fait un aérosol. Et un aérosol, ça va super vite. C'est comme les avalanches de poudre, ça va à 300-400 km/h. Rapidement, le village suisse de Bondo est enseveli sous près de 2 mètres de boue. Une centaine d'habitants a pu être évacués. Ce riverain ne reconnaît plus son village. Vous voyez, là où il y a de l'eau maintenant, avant, c'était la route principale, et puis il y avait un pont aussi. Aujourd'hui, les recherches pour retrouver d'éventuels survivants se poursuivent. 8 randonneurs sont toujours portés disparus. En Inde, la Cour suprême vient de déclarer illégale la pratique de la répudiation express appliquée au sein de la communauté musulmane minoritaire dans le pays. C'est une victoire historique pour les femmes de cette confession qui demandait le respect de l'égalité des droits conformément à la Constitution. Suivez.
Atiya Sebri est une indienne musulmane qui vit dans l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde. Il y a 2 ans, elle s'est retrouvée seule pour élever ses filles. Répudiée d'un coup de stylo par son mari, « Je divorce » noté 3 fois, sonnée mais pas résignée, elle a décidé de se battre. Mon mari a écrit une lettre à mon frère en novembre 2015 sans jamais me parler directement de divorce. C'est pourquoi je ne l'ai pas accepté et je me suis adressée à la Cour suprême. Je veux une loi qui accorde l'égalité des droits aux femmes sur le divorce. Or, dans une décision historique, la Cour suprême vient de déclarer illégal le divorce par répudiation, appelé triple talek. Les juges sont convenus que le triple talek est une mauvaise pratique qui ne doit pas être suivie dans l'islam. Nous avons donc demandé au gouvernement de préparer un texte d'ici 6 mois pour fixer les choses dans la loi. Tous les pays musulmans l'ont fait, y compris les pays théocratiques. De fait, la répudiation expresse contestée dans le monde sunnite est interdite dans une vingtaine de pays musulmans. Elle est encadrée et restreinte en Indonésie et en Arabie Saoudite. L'Iran, majoritairement chiite, requiert sa validation administrative. Et si elle a été maintenue en Inde jusqu'ici, c'est du fait de la liberté laissée aux communautés religieuses. Mais le pays se définit comme une république laïque et les plaignantes ont fait valoir le respect de leurs droits fondamentaux. Ce jugement doit être accepté et une nouvelle loi doit être appliquée. En attendant cette loi, c'est donc pour l'instant une victoire sur le papier pour les indiennes de confession musulmane, dans une société qui reste très dure pour les femmes en général. Atiya dit avoir notamment payé le fait de ne pas avoir eu de fils. Une voix intérieure me disait « Si j'ai peur, si je renonce, qu'adviendra-t-il de mes filles ? Je dois me battre pour leurs droits. » Aujourd'hui, elle attend aussi l'issue du procès de son mari, qui a démenti les faits. Dans le souci de rehausser le niveau du football guinéen et améliorer les différentes compétitions dans le pays, la structure fêtière de cette discipline vient de renouer un partenariat de sponsoring avec une société mobile de la place. Le montant s'élève à un peu plus de 7 milliards de francs guinéens. Moussa Sefa Kamara nous en dit plus. Professionnaliser le football guinéen, renforcer les capacités opérationnelles des acteurs, faire revivre ce sport et renouer le pays avec son blason, c'est l'objectif qui s'est assigné la Fédération guinéenne de football. C'est pourquoi les membres de la structure sont à pied d'œuvre pour l'atteinte des objectifs. L'un des objectifs majeurs des gestionnaires du cuir en Guinée est l'obtention d'un bon sponsor pour les équipes nationales et d'autres compétitions. Sur ce, l'instance suprême du football guinéen vient de parapher un contrat de 3 ans avec une société de téléphonie mobile de la place. C'est des sommes faramineuses, c'est des sommes qui vont aider à développer notre football. Et notre football sur sa colonne vertébrale, ça s'étend sur 3 ans. Mais chaque année est différente d'une autre, on va en progression, pas en régression. C'est-à-dire le montant de 2017 est inférieur à celui de 2018 et 2018 est aussi inférieur à celui de 2019. Ce premier contrat qui s'étend sur une durée de 3 ans ne vise que la Ligue 1, les équipes nationales et la Coupe de Guinée, mais seulement au niveau des 16e de finale. Selon le président de la Fédération guinéenne de football, il y aura encore d'autres sponsors pour l'épanouissement du football guinéen. Les équipes nationales sont des vecteurs de communication extraordinaires pour l'image des marques. Et le CILI national va faire de telle façon qu'il y ait de retomber sur les produits d'Orange de Guinée, qui va booster les ventes. En contrepartie de ces droits promotionnels, la société s'engage de doter financièrement la fédération. Au compte de l'année 2017, un montant de 2 milliards 400 millions de francs guinéens sera alloué. Pour l'année 2018, 2 milliards 500 millions de francs guinéens et la 3e saison sportive. En 2019, le montant est estimé à 2 milliards 750 000 francs guinéens pour une augmentation de 85% par rapport au précédent contrat. Ainsi prend fin ce journal à tous. Merci de la fidélité. Les programmes continuent sur Africa Today. Bonne soirée.